Si vous avez grandi en France, vous avez peut-être eu une mobilette. La bleue de Motobécane, celle qu'on enfourchait à 14 ans sans permis pour s'éloigner du village pour la première fois, ce petit moteur qui fumait, qu'on bricolait le dimanche pour gagner quelques kilomètres/heure, la première liberté. À son apogée, Motobécane employait 5000 personnes à Saint-Quentin, sortait une machine toutes les 7 secondes et vendait ses cyclomoteurs sur 5 continents. Plus de 14 millions au total. L'entreprise avait survécu à la guerre, survécu à la disparition de toute l'industrie moto française, survécu aux crises et à la concurrence du monde entier. Et puis, après 60 ans, la maison qui avait mis la France sur 2 roues a déposé le bilan, pour finir rachetée par le rival japonais qu'elle avait voulu vaincre. Comment la marque qui avait donné sa première liberté à toute une génération a-t-elle pu simplement disparaître ? Chapitre 1. Les 3 B. Cette histoire commence, comme tant d'histoires industrielles françaises, dans une banlieue. Pas une banlieue de pavillons et de jardins, une banlieue de briques rouges, de fumée et de sirènes. Pantin, au nord-est de Paris, en 1923. À cette époque, Pantin est déjà ce qu'on appelle à mi-voix la banlieue rouge. Un chapelet de villes ouvrières serrées autour de leurs usines, où l'on vote à gauche parce qu'on travaille de ses mains et qu'on sait ce que cela coûte. C'est là, rue Le Sceau, puis au 13 rue Beaurepaire, que 3 hommes décident de fonder un atelier. Ils l'appellent les ateliers de la Motobécane. Le nom est une plaisanterie d'ouvriers devenue programme industriel. Moto, pour le moteur, et bécane, l'argot du peuple pour la bicyclette. Une motobécane. Une machine pour ceux qui n'ont pas les moyens d'une automobile. Les 3 hommes, on les appellera plus tard les 3 B. Le premier s'appelle Charles Benoît. Il est né le 7 mars 1892 à Ganges, dans l'Hérault, au pied des Cévennes. Une famille du Sud, dure et silencieuse. Benoît est ingénieur, mais surtout dessinateur. Il a passé la Première Guerre mondiale aux États-Unis et il en est revenu avec une idée dans la tête. La forme américaine des motos. Le long réservoir, le guidon large et rejeté vers l'arrière, la ligne qui file. Là où les constructeurs européens dessinent des machines rondes et trapues, Benoît veut une machine qui a l'air d'avancer, même à l'arrêt. L'historien Patrick Barabès le dira des décennies plus tard, ce que Benoît a rapporté d'Amérique, ce n'était pas une technique, c'était un regard. Et ce regard fera la fortune de la maison, avant, beaucoup plus tard, de causer sa perte. Le deuxième s'appelle Abel Bardin. C'est l'homme du commerce, le technico-commercial, celui qui sait parler aux agents, aux concessionnaires, à l'argent. Benoît dessine, Bardin vend. Dans toute aventure industrielle qui dure, il y a ce couple-là. Un homme qui imagine l'objet, un homme qui le place. Le troisième s'appelle Jules Bénézek. C'est l'ingénieur financier, celui qui apporte le capital et l'administration, celui qui tient les comptes pendant que les 2 autres rêvent de machines. Sans Bénézek, l'atelier n'aurait pas tenu 2 ans. Les 3 hommes ne se sont pas rencontrés par hasard. Ils sortent tous de la même maison, la SICAM, la Société industrielle de construction d'automobiles et de moteurs, un fabricant pantinois de petits moteurs auxiliaires pour bicyclettes et de voiturettes. La SICAM, c'est l'école. On y apprend à greffer un moteur sur un cadre de vélo, à faire rouler la France pauvre pour 3 fois rien. Et dans cette école, il y a un 4e homme, qui ne fondera pas Motobécane, mais dont l'ombre planera sur toute son histoire. Marcel Violet, qu'on surnommait l'apôtre du 2 temps. Violet était le grand prêtre français du moteur à 2 temps. Ce moteur simple, léger, bon marché, qui n'a pas de soupape, qui pétarade et qui fume, mais qui coûte 3 fois rien à fabriquer. Retenez ce mot, 2 temps. Un demi-siècle plus tard, c'est par fidélité à cette religion-là que tout va se jouer. La première machine de la maison s'appelle la AN B1. Elle est commercialisée en 1923. C'est une monocylindre 2 temps de 175 cm3 avec une fourche pendulaire sans suspension digne de ce nom, une transmission par courroie et pas de boîte de vitesse. Aucune. La machine n'a qu'un seul rapport. Ce qui veut dire qu'à chaque arrêt, à chaque feu, à chaque carrefour, le moteur cale. Et pour repartir, il faut pédaler. Le conducteur de cette première motobécane est un homme qui pédale pour lancer une moto. Cela paraît absurde aujourd'hui.
À l'époque, la presse en parle en termes dithyrambiques, parce que la machine est simple, robuste et qu'elle coûte moins cher que tout ce qui existe. Elle se vendra jusqu'en 1929. Mais Benoît et Bardin ont déjà compris quelque chose que beaucoup de constructeurs n'ont jamais compris. Une marque, c'est fragile. Une marque jeune qui se trompe une fois peut mourir de cette erreur. Alors, en 1925, ils créent une deuxième marque. Elle s'appelle Motoconfort. Officiellement, c'est une marque plus haut de gamme, et son premier modèle est une machine de 308 cm3. Mais la vraie raison est plus rusée. Si l'une des deux marques échoue, l'autre survit. Le nom de Motobécane ne sera pas entaché. Et il y a un calcul commercial encore plus malin. Avec deux marques, on peut placer deux agents dans chaque ville. Un agent Motobécane et un agent Motoconfort. On double le réseau de vente sans rien dépenser. C'est une idée d'épicier de génie. Et elle aura une conséquence qu'aucun des 3B n'imagine en 1925. La moto la plus chère, la plus orgueilleuse et la plus catastrophique de toute l'histoire de la maison sera vendue, 50 ans plus tard, sous ce nom de Motoconfort. Autour de ces deux marques, Bénézek bâtit un petit empire de fournisseurs maison. En 1926, ils fondent Novi, qui fabrique les magnétos et l'électricité. Puis vient la polymécanique, pour les moteurs et les machines-outils. Motobécane ne se contente pas d'assembler. Elle fait tout, ou presque, dans ses murs. C'est une philosophie d'avant-guerre, celle d'une industrie qui se méfie de la sous-traitance et qui veut maîtriser sa chaîne du premier boulon au dernier. On fabrique son propre allumage. On usine ses propres pièces. On ne dépend de personne. Dans les années 30, Motobécane devient un grand constructeur français. La maison sort une 4 temps de 250 cm3 dès 1933. Elle ose même une moto à 4 cylindres en ligne, montée dans le sens de la longueur, de 500 puis 750 cm3. Une machine d'ingénieur, ambitieuse, presque germanique dans sa complexité. Ce n'est pas la machine d'un constructeur timide, c'est la machine d'une maison qui croit en elle. Et elle gagne. Motobécane remporte le bol d'or en 1937, puis de nouveau en 1939. La maison de Pantin n'est pas un petit atelier de banlieue. C'est un nom qui compte dans la moto française, sur la route comme en compétition. Et puis, il y a Marcel Steinbach. Steinbach est l'ingénieur en chef de Motobécane. Il est là depuis l'époque de la SICAM. C'est lui qui dirige le bureau d'études. C'est lui qui dessine les moteurs qui font gagner les courses. C'est un homme du métier, respecté, irremplaçable. Marcel Steinbach est mort à Auschwitz en 1943. On ne dira pas un mot de plus. Il n'y a pas de mot de plus à dire. Mais il faut que son nom soit prononcé, parce que l'homme qui prendra sa place à la tête du bureau d'études sera l'autre personnage central de cette histoire, et parce qu'une usine, ce ne sont pas des machines. Ce sont des hommes. Et certains d'entre eux ne sont jamais revenus. Chapitre 2. Le vent dans le dos. Quand la guerre s'achève, la France ne demande pas des motos de course. Elle demande à se déplacer. Les gens veulent aller au travail, aller au champ, aller chez leur sœur dans le village d'à côté. Et ils n'ont ni essence, ni argent, ni automobile. Le pays a besoin d'une machine simple, bon marché, increvable. Le pays a besoin de la chose que Motobécane est sur le point d'inventer, presque par accident. Car l'histoire de la mobilette, la vraie, n'est pas une histoire de génie solitaire. C'est une histoire de génie ignoré. Le projet ne naît même pas à Pantin. Il naît aux Pays-Bas, chez le licencié hollandais de Motobécane à Arnhem, sous la direction d'un homme qui s'appelle Willem Kaptein. L'idée est limpide. Prendre une bicyclette, y greffer un tout petit moteur et faire une machine qu'on enfourche sans permis, sans gros budget, sans expérience. Une bicyclette à moteur. Un vélo-moteur pour tout le monde. Charles Benoît, le patriarche, n'y croit pas. C'est l'un des grands paradoxes de cette histoire. L'homme qui avait rapporté d'Amérique le sens de la forme, l'homme qui avait fondé un empire sur l'intuition, ne voit pas ce qu'il tient entre les mains. Au Salon de Paris de 1949, il relègue le prototype au fond de son stand, dans l'arrière-salle réservée au personnel, là où l'on range les manteaux et où l'on boit le café. Comme on cache quelque chose dont on a un peu honte. Et c'est là qu'un journaliste le trouve. Il s'appelle Max Ender
Il écrit pour la revue Motocycle. Il tombe sur la machine oubliée derrière le rideau, demande à l'essayer, l'enfourche, on roule. Et il écrit un article enthousiaste qui dit en substance « Voilà la machine que la France attend ». La demande explose. Benoît, qui ne voulait pas de cette machine, va devoir en fabriquer des millions. Il n'y a pas de meilleur résumé de l'industrie que celui-là. Parfois, ce sont les objets qui imposent leur volonté aux hommes, et non l'inverse. Le nom, lui, est trouvé tout de suite, et il est parfait. Mobilette, la contraction de moteur et de bicyclette. Une marque déposée par Motobécane qui deviendra, comme Frigidaire, un mot du français courant. Un mot que les gens emploient sans même savoir qu'il appartient à quelqu'un. Et Benoît, devenu croyant, trouve la formule publicitaire qui dit tout. La mobilette, c'est le petit engin mu par un vent de dos permanent. Le vent dans le dos. La promesse de ne plus jamais avoir à forcer. Car le vrai miracle de la mobilette n'est pas le moteur, c'est ce qu'il y a autour. D'abord, l'embrayage centrifuge automatique. On ne débraye plus, on ne passe plus les vitesses, la machine s'occupe de tout. Puis, surtout, le variateur, cette transmission à courroie à rapport variable qui adapte toute seule la démultiplication à la pente. Avec le variateur, on ne pédale plus dans les côtes. La mobilette monte les collines à votre place. Pour une France de coteaux, de villages perchés et de routes de campagne mal goudronnées, c'est une libération. Le geste de pédaler, qui était la condition de la première Motobécane 25 ans plus tôt, a disparu. La machine a appris à se débrouiller seule. Et l'homme qui porte cette intelligence mécanique a désormais un nom. Il s'appelle Éric Jolm. Jolm est né à Montpellier le 27 juin 1913, dans une famille cévenole et quaker de vignerons, des gens de devoir, de mesure et de conscience. Diplômé de l'Institut électrotechnique de Grenoble, il entre chez Motobécane en 1941 et succède à Marcel Steinbach à la tête du bureau d'études. Il est, accessoirement, le neveu de Charles Benoît. Il sera directeur technique de 1941 à 1978. 37 ans à dessiner les machines de la maison. Co-inventeur de la mobilette, concepteur de dizaines de modèles, c'est lui le cerveau discret derrière le succès. Plus tard, son propre fils, Christian Jolm, dirigera à son tour le bureau d'études. Une dynastie d'ingénieurs au service d'une dynastie d'industriels. Jolm n'est pas un théoricien. C'est un homme d'atelier qui dessine des machines faites pour durer et pour être réparées par n'importe qui, avec n'importe quel outil, au bord de n'importe quelle route. Il signera des dizaines de modèles, dont la fameuse D45, l'une des mobilettes les plus aimées de la gamme. Sa philosophie tient en une idée simple. Une bonne machine populaire, c'est une machine qu'on n'a pas besoin d'aimer pour s'en servir, et qu'on finit par aimer à force de s'en servir. Cette idée a fait 14 millions de clients. Retenez bien cet homme, Éric Jolm. L'ingénieur qui savait, parce que le jour viendra où la maison décidera de faire exactement le contraire de ce qu'il conseillait, et où il aura raison, et où cela ne servira à rien. Pour l'instant, nous sommes dans la lumière. En 1957, Motobécane lance la machine qui deviendra l'icône absolue, l'AV88. On l'appellera la bleue. C'est la mobilette la plus vendue au monde, le symbole de la France populaire de l'après-guerre. Le peuple lui donne des dizaines de noms tendres, la mob, la meule, la pétrolette, la brelle, la tasse à café. On ne dit pas qu'on a une mobilette, on dit qu'on a une bleue, et tout le monde comprend. Autour d'elle gravite toute une famille de machines. La Caddy, petite et frêle pour les plus jeunes, le 50V, plus tard le Mobix, une gamme entière pour équiper la nation, du gamin de 14 ans au retraité. La mobilette, c'est l'objet qui met la France sur deux roues. C'est la machine du gamin qui peut enfin s'éloigner du village. C'est celle de l'ouvrier qui rejoint l'usine à l'aube. C'est celle de l'instituteur, du facteur, de la bonne sœur, de l'apprenti. Au total, sur toute sa carrière, la mobilette sera produite à plus de 14 millions d'exemplaires, avec un pic dans les années 70 tournant autour de 750 000 unités par an. C'est, tout simplement, l'un des véhicules à moteur les plus vendus de toute l'histoire de l'humanité. Et pour comprendre ce que cela voulait dire dans une vie, il faut se souvenir d'une chose. En France, on pouvait conduire une mobilette dès 14 ans. À 14 ans, sans permis,
un adolescent recevait soudain le droit de s'éloigner de la maison, du village, du contrôle des adultes. La première mobilette, c'était la première liberté. On la bricolait pour gagner quelques kilomètres-heure de plus. On la décorait. On apprenait, sur elle, à tomber et à se relever. Toute une génération de Français a sa première grande émotion mécanique attachée à ce petit moteur qui fume. Fabriquer la liberté de millions de gamins, c'est ce que faisait l'usine de Saint-Quentin, sans le savoir, à chaque machine qui sortait de chaîne. Et derrière ce chiffre vertigineux, il y a une ville. Une ville qui va devenir, pour un quart de siècle, le cœur battant de l'industrie française du 2 roues. Chapitre 3. Saint-Quentin ou la ville-usine. Imaginez que vous arrivez devant les grilles un matin d'hiver au début des années 60. Le ciel de Picardie est bas et gris, la sirène vient de sonner. Et de toutes les rues du faubourg d'Ille, à pied, à vélo, et bien sûr en mobilette, convergent les ouvriers vers une ancienne filature de coton. Car c'est dans une filature que tout cela se fabrique. À partir de 1951, Motobécane installe sa production de cyclomoteurs à Saint-Quentin, dans l'Aisne, dans une ancienne usine textile de la rue de la Fère, un bâtiment bombardé pendant la guerre, à l'abandon depuis les années 30. Le choix n'a rien d'un hasard. La direction le dira clairement. À Saint-Quentin, il y a une main-d'œuvre qui sait déjà conduire des machines. Des anciens du textile, des ouvrières et des ouvriers habitués au bruit, à la cadence, aux courroies et aux métiers à tisser. On ne leur apprend pas à travailler. On leur apprend simplement à faire autre chose, et puis Saint-Quentin est idéalement placé au centre d'un triangle industriel formé par Paris, les mines du Nord et l'Alsace-Lorraine. Il faut dire ce qu'était cette ville. Saint-Quentin est une vieille cité du textile, du coton et de la laine, une ville rasée presque entièrement pendant la Première Guerre mondiale et reconstruite. C'est aussi un berceau du socialisme. Jules Guesde y donnait des conférences dès 1879, une ville ouvrière, dans l'âme et dans la chair, qui n'attendait qu'une nouvelle industrie pour renaître. Motobécane sera cette industrie. Au départ, ils sont 8 ouvriers dans une filature en ruine. À la fin de la même année 1951, ils sont déjà 250. 5 ans plus tard, 1500. Éric de Seine, qui dirigera bien plus tard Yamaha Motor France, résumera cette ascension d'un mot, une explosion. Et l'usine ne tient bientôt plus dans ses murs. On ouvre d'autres sites, boulevard Maréchal Juin, rue d'Ostende. Puis, en janvier 1963, une usine entièrement neuve sort de terre à Rouvroy, à côté de Saint-Quentin. Les premières presses tombent. Et le bâtiment n'est pas confié à n'importe qui. Il est dessiné par les architectes de l'usine Renault de Douai. On ne construit plus une fabrique. On construit une cathédrale industrielle moderne pensée pour la chaîne, pour le flux, pour le rendement. Franchissez les portes. Ce qui vous saisit d'abord, c'est l'odeur. L'huile de coupe, le métal chaud, la peinture fraîche, le caoutchouc des pneus neufs empilés par milliers. Et le bruit, ce bourdonnement continu des presses qui découpent et emboutissent la tôle, des chaînes qui avancent au pas, des moteurs qu'on lance au banc d'essai pour vérifier qu'ils tourneront avant de partir. Un ouvrier qui entrait là à 18 ans cessait d'entendre ce bruit au bout d'une semaine. Il ne le remarquait plus. Il ne le remarquerait que bien plus tard, le jour où il s'arrêterait. Suivez la machine dans sa fabrication. Là-bas, l'atelier de presse, où la tôle plate devient cadre, garde-boue, réservoir. Plus loin, l'usinage des moteurs, ce cœur de métal où se joue la réputation de la maison. Ailleurs, la peinture, la sellerie, l'assemblage final où la mobilette prend forme sous les mains, pièce après pièce, jusqu'à devenir un objet qu'on peut enfourcher. Sur la chaîne, les gestes sont des gestes de métier. Monter un variateur, c'est un savoir-faire. Régler un carburateur Gürtner à l'oreille, c'en est un autre. Les hommes et les femmes de Rouvroy savent ce qu'ils font, et ils le font vite. Fernand Macaigne entre chez Motobécane en 1960. Il commence comme mécanicien cycle, puis devient pilote d'essai, c'est lui qui roule, qui sent, qui rapporte ce qui ne va pas. Bernard Rapp arrive 2 ans plus tard, en 1962. On l'enverra monter des lignes de production à l'étranger,
parce que la mobilette ne se vend pas seulement en France. Claude Jeunesse, lui, travaille aux essais spéciaux. 3 noms parmi des milliers. 3 hommes qui, des décennies plus tard, raconteront leur usine comme on raconte une jeunesse. Il y a aussi celles dont on parle moins, les ouvrières. Beaucoup étaient les filles et les petites filles des fileuses de coton, ces femmes qui avaient fait tourner le textile de Saint-Quentin pendant un siècle. Quand le textile s'est effondré, elles n'ont pas quitté l'usine, elles ont changé de matière. Le fil est devenu la tôle, le métier à tisser est devenu la presse, mais le geste précis, répété, cadencé, restait le même. Sur les chaînes de Rouvroy, des femmes assemblent, contrôlent, finissent. Elles tiennent la qualité d'un bout à l'autre. L'histoire industrielle aime retenir les noms des ingénieurs et des patrons. Elle oublie souvent celles qui, jour après jour, faisaient que la machine était bonne. Et tout cela vit au rythme des 3-8, les 3 équipes qui se relaient pour que l'usine ne s'arrête jamais. L'équipe du matin qui arrive quand la nuit est encore là, l'équipe de l'après-midi, l'équipe de nuit qui veille pendant que la ville dort. La sirène scande ses relèves et la ville entière vit à l'heure de l'usine. On règle sa journée sur elle, on sait l'heure au son qu'elle fait. Quand 3 équipes se succèdent autour d'une même machine, ce n'est pas une usine qui tourne. C'est une ville qui ne dort jamais tout à fait. Car à Saint-Quentin, on entre chez Motobécane comme on entre dans une famille. De père en fils, dit-on. L'usine emploie ses propres charpentiers, ses propres cuisiniers. Elle vit en autarcie, comme une petite république. Et le savoir se transmet sur place, d'un établi à l'autre, d'une équipe à la suivante, sans qu'aucun manuel n'ait jamais été écrit. Cette main-d'œuvre, il faut le dire, n'est pas seulement picarde de souche. Comme dans toute l'industrie française des 30 Glorieuses, les ateliers du deux roues tournent grâce au travail de ceux qui sont venus d'ailleurs, d'Italie, du Portugal, du Maghreb, des campagnes les plus pauvres et des pays les plus lointains. La banlieue rouge de Pantin comme les faubourgs de Saint-Quentin se sont construits sur ces bras-là autant que sur les autres. On ne le dit pas assez. On va le dire ici. Et la ville, elle, ne fait plus qu'un avec son usine. À son apogée, dans les années 70, le site de Saint-Quentin occupe à lui seul près d'un tiers de la surface de la ville, en usines, ateliers et dépôts. Selon les sources, l'usine fait vivre entre 4200 et 5000 personnes directement, et jusqu'à 6000 emplois dans tout le département de l'Aisne. Quand Motobécane respire, Saint-Quentin respire. Et quand Motobécane s'enrhume, le proverbe local le dira plus tard avec une lucidité terrible, c'est tout Saint-Quentin qui tousse. Chapitre 4. Une mobilette toutes les 7 secondes. Pour comprendre ce que Motobécane représentait, il faut oublier un instant ce qu'est devenu le deux roues. Aujourd'hui, une mobilette, c'est un objet de nostalgie, presque un jouet. Dans les années 60, c'était autre chose. Michel Pagès, qui travaillera chez MBK, le dira d'une phrase qui dit tout. Dans les années 60, la mobilette, c'était la Clio d'aujourd'hui. La voiture du peuple. Le premier achat important d'une vie. L'objet qu'on attend, qu'on économise sou par sou, qu'on entretient le dimanche matin sur le trottoir, le bidon d'huile à portée de main. Et l'usine produit ces objets à une cadence qui défie l'imagination. Une année, à Saint-Quentin, on a frôlé les 900 000 cyclomoteurs. 900 000. Les anciens le résument par une image que personne n'a jamais oubliée. À Motobécane, il sortait une mobilette toutes les 7 secondes. Le temps de lire cette phrase, l'usine en avait déjà fini une autre. Le sommet statistique, on peut le dater. En 1963, Motobécane produit 1 117 769 cyclomoteurs. C'est le premier constructeur de cyclomoteurs de France et d'Europe. La maison de Pantin et de Saint-Quentin est devenue, sur son créneau, le premier fabricant de deux roues motorisées du monde. Ces machines, elles ne restent pas en France. Elles partent. Bernard Rapp et ses collègues vont monter des chaînes d'assemblage sur 5 continents. En Inde, en Iran, en Turquie, au Brésil, en Bolivie, au Mali, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire. On expédie des caisses de pièces détachées qu'on remonte sur place, dans des ateliers improvisés, sous d'autres cieux. La mobilette devient un objet planétaire, le moyen de transport des classes populaires de la moitié de la planète.
Dans certains pays, le mot mobilette désignera n'importe quelle deux roues, quelle que soit sa marque. Comme en France. Le nom a mangé la chose. Mais une grande usine, ce n'est jamais seulement une machine à produire. C'est un monde. Et le monde de Motobécane s'organise autour de quelques rituels sacrés. Le premier, c'est la cantine, à midi. Il faut comprendre ce que cela signifie dans la culture ouvrière française. Le repas de midi n'est pas un sandwich avalé devant une machine. C'est un vrai repas, à table, entre collègues, entrée, plat, fromage, dessert. C'est l'heure où l'ouvrier redevient un homme, où la République entre dans l'usine sous la forme d'une assiette correcte et d'un quart de vin. Une heure de civilisation au milieu du fracas. Le deuxième rituel, c'est le vestiaire, où l'on enfile et où l'on quitte le bleu de travail, ce passage de l'homme du dehors à l'ouvrier et de l'ouvrier à l'homme du dehors, et c'est la pointeuse, au portail, qui marque le début et la fin de la journée, avec la précision d'un cœur qui bat. Et puis il y a le comité d'entreprise. Là encore, il faut être précis. Le comité d'entreprise n'est pas un cadeau du patron. C'est une conquête des ouvriers, arrachés à la libération. C'est lui qui organise la vie au-delà du travail, les colonies de vacances où partent les enfants l'été, les clubs de sport, les arbres de Noël, l'entraide quand un foyer traverse un malheur. Pour des familles modestes, c'est par le comité d'entreprise que les enfants voient la mer pour la première fois. Un gosse de Saint-Quentin, qui n'aurait jamais quitté la Picardie, part en colonie grâce à l'usine de son père. Ce n'est pas un détail, c'est le contrat social tout entier, contenu dans un séjour à la mer. À Pantin, le complexe qui réunit Motobécane, Novi et la polymécanique, qu'on appelle les Vignes, compte à son apogée, au milieu des années 60, environ 1500 salariés. C'est le premier employeur industriel de la commune. Et c'est un bastion, un haut lieu de la lutte sociale avec une forte présence de la CGT et de la CFDT. On y forme des hommes. L'un d'eux, Guy Léger, ancien ouvrier de la maison, sera élu adjoint au maire de Pantin en 1971. L'usine ne produit pas seulement des moteurs, elle produit des citoyens, des élus, une conscience. Autour de l'usine, toute une vie s'organise, qui n'a rien à voir avec la production et tout à voir avec la dignité. Il y a les jardins ouvriers, ces parcelles où l'ouvrier cultive ses légumes le dimanche, prolongeant le geste de la terre au pied des cheminées. Il y a les équipes de football de l'entreprise, les sociétés de pêche, les bals, les sorties. L'usine n'est pas seulement le lieu où l'on gagne sa vie. C'est le lieu autour duquel la vie tout entière s'enroule. Le travail, l'amitié, le mariage parfois, l'enterrement souvent. On est dans une famille Motobécane, on grandit dans une cité où tout le monde travaille à l'usine, on épouse la fille d'un collègue, on fait embaucher son fils. Le monde tient dans un rayon de quelques kilomètres autour du portail. Et il paraît solide comme la pierre. Cette conscience, c'est aussi se battre. En 1971, justement, l'usine de la polymécanique à Pantin, 1166 salariés, connaît une grève avec occupation qui dure 5 semaines. 5 semaines, les machines arrêtées, les portes tenues, les ouvriers dormant sur place pour défendre leur outil de travail. C'est un conflit dur, une épreuve de force. C'est aussi la marque d'un monde ouvrier qui se sait fort, qui se sait nombreux, qui ne doute pas un instant de la pérennité de sa propre existence. Comment douterait-il ? L'usine est là depuis toujours, elle sera là pour toujours. Le fils succédera au père, comme le père avait succédé au sien. C'est exactement ce que pensent les hommes de Saint-Quentin et de Pantin au début des années 70. Ils ont raison sur tout, sauf sur l'essentiel. Ils ont raison sur la valeur de leur travail, sur la qualité de leur machine, sur la force de leur communauté. Ils se trompent sur une seule chose, la durée. Ils croient qu'ils sont à mi-course. Ils sont en réalité tout près du sommet. Et un sommet, par définition, c'est l'endroit d'où l'on commence à descendre. Chapitre 5. L'année où Pompidou est venu. L'apogée a une date et même une scène. Pour la comprendre, il faut savoir qu'à la fin des années 60, Motobécane a recommencé à regarder vers le haut. La maison qui régnait sur le petit deux roues populaire
voulait redevenir un vrai constructeur de motos. En 1969, elle était revenue sur ce terrain avec une 125, un petit bicylindre 2 temps. Modeste, mais c'était un retour. Et le patriarche Charles Benoît, qui détenait encore le pouvoir de décision, voulait plus. Il voulait une vraie moto. Une machine qui dirait au monde que Saint-Quentin savait faire autre chose que des mobylettes. Nous sommes donc en octobre 1972 au Salon de Paris. Et sur le stand Motobécane, il y a une machine que personne n'attendait. Pas une mobylette, pas un vélomoteur, une vraie moto. Ambitieuse, racée, orgueilleuse, une 3 cylindres de 350 cm3, un cylindre central poussé en avant pour mieux respirer, une batterie de pot d'échappement, une ligne qui veut en découdre avec les Japonais sur leur propre terrain. C'est la machine du retour. Motobécane, le roi du petit deux roues, annonce au monde qu'il revient sur le terrain noble de la moto. Et ce jour-là, un visiteur s'arrête devant la machine. Il s'appelle Georges Pompidou. C'est le président de la République. À ses côtés, le ministre Olivier Dichard. C'est la première fois qu'un président de la République visite un salon de la moto depuis 1949. Le chef de l'État se penche sur la 3 cylindres de Saint-Quentin. On photographie. On sourit. La France industrielle se regarde dans le miroir. Et le reflet est flatteur. Tout, à cet instant, respire la réussite. L'empire du deux roues, la ville-usine, les 14 millions de mobylettes, le carnet de commandes qui déborde, le président qui se déplace, et cette belle machine neuve qui dit « Nous ne sommes pas seulement les rois du modeste, nous savons aussi faire le beau ». Il faut s'arrêter sur cette image, parce qu'on n'en retrouvera pas d'aussi heureuse. Charles Benoît a voulu cette moto. Il l'a voulu contre l'avis de son propre directeur technique, Éric Jolme, l'homme qui savait. Mais ce jour-là, devant le président, personne ne pense à cela. Ce jour-là, la 3 cylindres n'est pas encore une catastrophe. C'est une promesse. Car voici ce que ni Pompidou, ni Guichard, ni les dirigeants souriants ne peuvent voir en octobre 1972 sous les lumières du salon. Cette machine, cette belle 3 cylindres que le président admire, ne trouvera presque personne pour l'acheter. Sur toute sa carrière, elle se vendra à 779 exemplaires. 779 pour un réseau de près de 20 000 agents. Ce n'est pas un échec, c'est mot pour mot ce qu'en dira un jour un historien de la maison, une catastrophe industrielle. Et le pire n'est pas là. Le pire, c'est que cette machine que tout le monde admire arrive au plus mauvais moment de l'histoire économique du siècle. Quelques semaines après le salon, la fiscalité sur les grosses cylindrées va s'alourdir brutalement. Et 1 an plus tard, presque jour pour jour, un événement lointain, une décision prise dans une salle de réunion à des milliers de kilomètres de Saint-Quentin, va doubler le prix du pétrole et changer le monde. C'était l'apogée, le point le plus haut. Le président était venu, la machine était belle, les chaînes tournaient à plein. Mais derrière ce sommet, le monde était déjà en train de se refaire, et personne, à l'intérieur de ces murs, n'entendait le bruit qu'il faisait en changeant. Chapitre 6. Le monde qui change sans prévenir. Le sommet a une particularité cruelle. On ne le reconnaît qu'une fois qu'on est en train de redescendre. En octobre 1972, devant Pompidou, personne à Saint-Quentin ne sait que la maison vient d'atteindre son point le plus haut. Les chiffres sont bons, le carnet est plein. Et pourtant, dans les mois qui suivent, le monde dans lequel Motobécane avait prospéré commence à se défaire, pièce après pièce, comme on démonte une machine. La première secousse est fiscale, et elle vise précisément la nouvelle ambition de la maison. Au lendemain du salon, la taxe sur la valeur ajoutée frappant les motos de plus de 240 cm3 bondit à 1/3 du prix. 1/3. Du jour au lendemain, la belle 3 cylindres que le président avait admirée devient, pour l'acheteur, sensiblement plus chère. Non pas parce que Motobécane a augmenté son prix, mais parce que l'État a décidé que les grosses cylindrées seraient un produit de luxe. La maison venait de miser son prestige sur une catégorie de machines que le fisc s'apprêtait à étrangler. La deuxième secousse, elle, ne vient pas de Paris, elle vient de loin.
Le 16 novembre 1973, les pays producteurs de pétrole décident de doubler le prix du baril. En quelques semaines, il passe d'environ 3 $ à plus de 5. C'est le premier choc pétrolier. Et avec lui s'achève quelque chose que les économistes mettront des années à nommer, les 30 Glorieuses. Cette longue marche de croissance et de plein emploi sur laquelle Moto Bekane avait bâti son empire, terminée. Le monde de l'énergie bon marché, de la consommation qui ne fait que grimper, de l'avenir qu'on croyait acquis, terminé. Le plus difficile à saisir, dans ce moment-là, c'est qu'il fut d'abord invisible. Sur le coup, personne à Saint-Quentin ne se dit que les 30 Glorieuses sont finies. On pense à une mauvaise passe, un mauvais hiver, une crise comme il y en a eu d'autres, qu'on traversera comme on a traversé les autres. C'est cela qui rend les grands tournants si cruels. Ils ne s'annoncent pas. On continue de produire, de pointer, de manger à la cantine à midi, et l'on croit que le monde d'hier va revenir. Il ne reviendra pas. Mais cela, on ne le saura que plus tard, quand il sera trop tard pour s'y préparer. Mais le coup le plus profond n'est ni fiscal ni pétrolier. Il est plus lent, plus sournois, et il frappe au cœur même du modèle Moto Bekane, le cyclomoteur. Car pendant que la maison rêvait de grosses motos, la France changeait de roue. L'automobile s'était démocratisée. La 4 chevaux, la 2 chevaux, la Simca, la Renault. La voiture du peuple était devenue accessible au peuple. Et un homme qui peut s'offrir une voiture ne veut plus aller au travail en mobilette sous la pluie de novembre. Le vent dans le dos, c'était une belle promesse tant qu'on n'avait pas le choix. Le jour où l'on a le choix, on préfère un toit, un chauffage, une banquette. L'historien Patrick Barabès résumera l'erreur d'une formule terrible. Les dirigeants de Moto Bekane, dit-il, n'ont pas vu l'évolution du cyclomoteur, son glissement de l'objet utilitaire vers l'objet de plaisir, l'engin ludique, le 2 roues qu'on achète non plus par nécessité, mais par envie. Pendant que les Italiens et les Japonais transformaient le petit 2 roues en objet de désir, Moto Bekane continuait de fabriquer des machines pour aller travailler. Des machines admirables. Des machines increvables. Des machines dont plus personne ne voulait. Car une machine increvable, dans un marché qui ne renouvelle plus par envie, c'est une machine qu'on n'a aucune raison de remplacer. La qualité même de la mobilette se retournait contre son fabricant. Les chiffres disent l'effondrement avec une froideur clinique. En 1974, le marché français du cyclomoteur atteint encore un sommet. Plus d'1 million de machines vendues dans l'année. 5 ans plus tard, en 1979, il est tombé autour de 550 000. La moitié du marché évaporé en 5 ans. Pas une crise passagère, un effacement. Et pendant que ce marché se vidait sous ses pieds, Moto Bekane dispersait ses forces. Au lieu de concentrer toute son énergie sur la modernisation de la mobilette, sa seule véritable source de revenus, la maison menait de front une demi-douzaine de projets coûteux. La 3 cylindres, un prototype de 500 cm3, le programme d'injection électronique, les nouvelles motos de 125, et même une écurie de course en Grand Prix. Tout cela en même temps. Tout cela dévorant des ingénieurs, des heures, de l'argent, au moment précis où il aurait fallu tout investir pour sauver le produit qui faisait vivre l'usine. C'est le paradoxe des entreprises qui meurent. Ce n'est pas toujours qu'elles manquent de talent, c'est qu'elles l'emploient à la mauvaise chose. Voilà le monde réel dans lequel la 3 cylindres était née. Un monde où le produit roi de la maison se vendait 2 fois moins qu'avant, où l'État renchérissait les grosses motos, où le pétrole avait doublé, et où l'entreprise éparpillait ses moyens aux 4 vents. Sur ce terrain miné, Moto Bekane avait choisi de lancer la machine la plus chère, la plus complexe et la plus risquée de son histoire. Il faut maintenant raconter cette machine. Parce que si elle n'a pas tué l'Empire à elle seule, et elle ne l'a pas fait, elle en a été le symbole le plus parfait. L'erreur faite acier. Chapitre 7. La moto fantôme. Pour comprendre la 3 cylindres, il faut remonter à 1969 et entrer dans le bureau d'études de Pantin. Là, 2 hommes ne sont pas d'accord, et leur désaccord va décider du destin de la maison.
D'à côté, le patriarche. Charles Benoît détient le pouvoir de décision. Il regarde le marché de la moto et il voit les Japonais triompher avec des 2 temps de moyenne cylindrée. La Kawasaki 350, la 500, la Suzuki 750. Des machines violentes, rapides, qui sentent l'essence et la jeunesse. Benoît veut sa part. Il ordonne au bureau d'études de développer une 3 cylindres 2 temps. Fidèle à la vieille religion de la maison, celle de Marcel Violet, l'apôtre du 2 temps, un demi-siècle plus tôt, de l'autre côté, l'ingénieur. Éric Jolm, directeur technique, est contre. Profondément contre. Il sait que l'avenir de la moto n'est pas aux 2 temps gourmands et polluants, mais aux 4 temps. Il a même, dans ses tiroirs, le projet d'un 4 cylindres 4 temps de 300 cm3. Le consultant Ernest Drucker partage son analyse. L'ingénieur qui savait, sait, encore une fois. Mais l'ingénieur ne décide pas, c'est le patron qui décide. Alors se produit l'une des scènes les plus extraordinaires de toute l'histoire industrielle française. Puisque le directeur technique est hostile au projet, le projet se développe en cachette, dans son dos. Les ingénieurs travaillent ce qu'on appelle dans le métier en perruque, clandestinement, sur le temps officiel. Quand Jomès est dans le bureau, on travaille sur les projets mobylettes autorisés. Dès qu'il sort, on retourne les planches à dessin et on reprend la 3 cylindres secrète. On se téléphone d'un service à l'autre pour signaler ses déplacements. Il monte. Il arrive. Rangez tout! Une moto entière conçue à la sauvette dans la peur d'être surprise par le propre directeur technique de la maison. Parmi les jeunes au fond de cette salle, il y a un dessinateur qui deviendra l'un des plus grands motoristes français de sa génération, Jean Bidalot. Le fils de Jolmès, Christian, est là aussi. Le talent ne manque pas. Le talent n'a jamais manqué à Motobécane. C'est le jugement qui manque, tout en haut. Et puis le projet devient trop avancé pour rester caché. Alors Jolmès, en homme de devoir, fait une chose admirable. Il s'y jette. Puisque la machine se fera, elle se fera bien. Il prend en main les travaux les plus ambitieux, notamment un système d'injection électronique, développé avec son fils, avec des injecteurs Bosch, dès 1973, qui était, de l'aveu général, en avance de 20 ans sur son temps. Une technologie que la moto de série ne généralisera que des décennies plus tard. Conçue à Saint-Quentin et enterrée avec la machine qui la portait. La 3 cylindres est présentée au salon de 1972. Les premiers exemplaires, peints en rouge, sont livrés en février 1973. Puis la production passe au jaune bouton d'or. Sur le papier, la machine est honorable. 349 cm3, 3 cylindres, 38 chevaux, 170 kg, 150 à 160 km/h. Mais sur le papier seulement. Car tout ce qui pouvait clocher, cloche. Le positionnement d'abord. Benoît voulait concurrencer les sportives japonaises. Les ingénieurs ont livré une routière confortable. Une machine pour voyager, quand le marché et la presse réclamaient une machine pour en découdre. On l'a trouvée molle. On a dit qu'elle manquait de glamour. Le prix ensuite. 8 400 francs en 1974. Aussi cher qu'une Honda 4 cylindres de même cylindrée, mieux née et plus prestigieuse. Plus cher qu'une Kawasaki. Bien plus cher qu'une Yamaha 350. Pour un ouvrier payé au salaire minimum, cette moto représentait près d'1 an de salaire. 1 an de travail pour une machine au badge modeste. La finition encore. Des commodos bon marché, les mêmes que sur les mobylettes. Des carburateurs Dürtner qui se déréglaient. Une boîte de vitesse à sélection croisée qui, selon le mot cruel d'un essayeur, donnait autant de points morts que de rapports. Et le réseau enfin. Motobécane avait près de 20 000 agents. Mais c'étaient des agents de mobylettes, des mécaniciens de village habitués aux petits moteurs simples. Devant une 3 cylindres à allumage électronique, beaucoup ont eu peur. Ils ne savaient pas la vendre, ils ne savaient pas la réparer, ils ne voulaient pas en entendre parler. Songez à l'absurdité de la situation. La maison disposait du plus grand réseau de distribution de roues de France, 20 000 points de vente, un dans presque chaque bourg. Une force de frappe commerciale dont aucun concurrent ne pouvait rêver.
Et cette force était totalement inadaptée aux produits qu'on lui demandait de vendre. Le garagiste qui réparait des bleus depuis 20 ans regardait la 3 cylindres comme on regarde un animal exotique, avec curiosité et sans la moindre envie de s'en occuper. Le client qui poussait la porte pour voir la fameuse moto repartait souvent avec une mobilette, ou avec rien. La maison avait construit sans le vouloir le réseau parfait pour saboter sa propre ambition. Quant au prix, il achevait le tableau. 8 400 francs. C'était le tarif d'une moto japonaise mieux née, plus prestigieuse, plus désirable. L'acheteur de motos de cette époque était jeune, passionné, attentif aux marques. Il n'avait aucune raison de payer le prix d'une Honda pour une moto bécane. Le nom qui faisait vendre 14 millions de mobylettes ne valait rien sur le marché de la moto. Pire, il évoquait précisément ce dont le jeune motard voulait s'éloigner. La machine de papa, l'engin du facteur, la pétrolette. Motobécane payait, sur le terrain de la moto, le prix de son triomphe sur le terrain de la mobilette. La presse spécialisée, elle, ne fit pas de cadeau. Motojournal, motorevue, la démolirent. On photographia la machine au milieu des poules d'une basse-cour. On compara son garde-boue avant à un rescapé de la thalidomide. C'était féroce. C'était injuste, peut-être, pour une machine qui n'était pas mauvaise. Mais c'était mortel. Pour redresser cette image, la maison tenta tout. Elle monta une écurie de course. Avec le pilote et ingénieur Eric Offenstadt, elle développa une version de Grand Prix de la 3 cylindres, cadre en alliage léger, 72 chevaux, qui courut une fois au Grand Prix d'Espagne sur le circuit de Montjuïc en 1974. Une seule apparition. Le programme s'arrêta avec la production en 1976. La maison présenta aussi, la même année, une 500 cm3 peinte en vert aux couleurs de l'usine japonaise qu'elle voulait défier. Elle ne dépassa jamais le stade du prototype. On en construisit 1 ou 2 blocs, l'un d'eux serra sur le banc d'essai. Et l'injection électronique, cette merveille en avance de 20 ans conçue par Jolmet et son fils, mourut avec la machine. La 3 cylindres l'emporta dans sa tombe. C'est l'un des gâchis les plus purs de l'histoire technique française. Une innovation de premier ordre, enterrée non parce qu'elle était mauvaise, mais parce que l'objet auquel on l'avait attelé n'avait pas trouvé d'acheteur. Le verdict tient dans un chiffre. 779 exemplaires sur toute la durée de vie du modèle. 7 la première année, 553 en 1973, 190 en 1974, puis 13, puis 4. La production s'éteint en 1976. Un essayeur lui avait trouvé un surnom qui lui collera à jamais, le vilain petit canard. Il y eut bien un dernier sursaut de gloire, mais au cinéma, pas dans les concessions. En 1974, une 3 cylindres bleue fut peinte spécialement pour le film La Gifle, aux côtés de Lino Ventura et d'une toute jeune Isabelle Adjani. Le film est rempli de 2 roues motobécanes. La machine que personne n'achetait roulait sur les écrans de toute la France. C'est peut-être cela, le destin de la 3 cylindres. Elle était faite pour être admirée, pas pour être vendue. Un objet de désir qui ne déclenchait pas l'achat. Une moto de rêve dans un pays qui n'avait plus les moyens de rêver. Chapitre 8. Le vrai tueur. Et voici le moment où il faut être honnête. Parce que le titre de cette histoire, Comment une seule moto a détruit l'empire motobécane, est une légende. Une belle légende, séduisante, presque vraie. Mais une légende. 779 motos ne tuent pas un empire de 14 millions de mobylettes. C'est mathématiquement impossible. La 3 cylindres fut une plaie d'orgueil, un gouffre d'argent et d'énergie d'ingénierie au pire moment, mais elle ne fut pas la cause de la mort. Elle en fut le symptôme le plus spectaculaire. Le vrai tueur était ailleurs, plus discret et bien plus implacable. Le vrai tueur, c'était l'effondrement du cyclomoteur, cette vache à lait dont nous avons vu le marché fondre de moitié en 5 ans. 2 événements vont transformer ce déclin en hémorragie. Le premier porte un nom de marque concurrente, Peugeot. En 1977, pour la première fois de son histoire, Motobécane perd la place de numéro 1 français du cyclomoteur. Peugeot passe devant. Songez à ce que cela signifie. La maison qui avait inventé la mobilette, qui avait mis la France sur 2 roues,
qui produisait une machine toutes les 7 secondes, cette maison vient de perdre la couronne sur son propre terrain, celui qu'elle avait créé. Ce n'est pas la 3 cylindres qui a fait cela. C'est le lent assoupissement d'une entreprise qui n'avait pas su réinventer son produit phare. Le second événement vient de l'État, et il est, sans doute, le véritable coup de grâce porté à la mobilette. À l'été 1979, un comité interministériel de la sécurité routière décide de rendre le casque obligatoire pour les cyclomoteurs. L'arrêté est signé en octobre. Il entre en vigueur le 1er janvier 1980. Et l'effet est immédiat, dévastateur. Les ventes de cyclomoteurs chutent d'environ 40% l'année suivante. Pourquoi ? Pour une raison d'une logique implacable, que les Français résumèrent par une phrase devenue proverbe. Quitte à porter un casque, autant que ce soit pour être au guidon d'une vraie moto. La mobilette tirait toute sa séduction de sa légèreté, de sa liberté, de l'absence de contraintes. On l'enfourchait comme un vélo, cheveux au vent, sans rien. Le jour où il a fallu mettre un casque pour rouler en mobilette, la mobilette a perdu sa raison d'être. Elle est devenue une moto au rabais, sans le prestige de la moto. L'État, en voulant protéger les têtes, avait tué un marché. Voilà la vérité que la légende recouvre. Charles Benoît, par conservatisme, n'avait pas su transformer la mobilette en objet de loisir quand il était encore temps. Ses successeurs, après lui, ont multiplié les erreurs de gestion, dira pudiquement Barabès. Et l'État, enfin, a achevé la bête d'un trait de plume réglementaire. La 3 cylindres n'a été que la part visible, photogénique du désastre. Le naufrage qu'on montre parce qu'il est beau, pendant que le vrai naufrage, celui du cyclomoteur, se déroulait sous l'eau, silencieux et sans personne pour le filmer. Il faut bien mesurer ce qui se jouait là. Pendant que Motobécane perfectionnait des mobilettes de plus en plus identiques à celles d'avant, les concurrents inventaient autre chose. Les Italiens proposaient des engins colorés, sportifs, désirables. Les Japonais arrivaient avec des cyclomoteurs qui ressemblaient à des petites motos et qui parlaient aux adolescents un langage que la vieille bleue ne savait plus parler. Le client de 14 ans ne voulait plus de la machine de son père. Il voulait quelque chose qui lui ressemble, à lui. Et Motobécane, drapé dans la certitude de 14 millions de ventes passées, ne l'entendait pas. C'est la malédiction des géants. On ne se méfie jamais autant que de ce qui menace et jamais assez de ce qui lasse. 779 motos d'un côté, 14 millions de mobilettes de l'autre. Mettez les deux chiffres face à face et la légende s'effondre d'elle-même. La 3 cylindres n'a jamais représenté qu'une poussière dans la production de la maison. Ce qui a saigné Motobécane, ce n'est pas la moto qu'on n'achetait pas. C'est la mobilette qu'on cessait d'acheter. Par centaines de milliers, année après année. Le scandale visible cachait l'hémorragie invisible. Et c'est presque toujours ainsi que meurent les grandes entreprises. Non d'un coup de couteau spectaculaire, mais d'une lente perte de sang qu'on ne remarque qu'une fois le corps déjà froid. La maison, désormais, perdait de l'argent sur tous les fronts. Le cyclomoteur s'effondrait, la grosse moto avait échoué. Et il fallut bientôt regarder en face la chose que 3 générations d'ouvriers avaient cru impossible. Que l'usine éternelle, l'usine de père en fils, l'usine qui était la ville et dont la ville était l'usine, pouvait mourir. Chapitre 9. L'effondrement. À partir de 1980, Motobécane cherche du secours. L'entreprise se tourne vers l'État. Son dossier atterrit sur les bureaux de la rue de Bercy, dans une direction au sigle administratif. La direction des industries métallurgiques, mécaniques et électriques, dirigée par un haut fonctionnaire nommé Pierre Gadonex. Le dossier passe par le tout nouveau comité interministériel de restructuration industrielle. Des sigles, des comités, des hommes en costume qui n'ont jamais entendu la sirène de Rouvroy. En 1981, la gauche arrive au pouvoir. Pour les ouvriers de Saint-Quentin, qui votent à gauche depuis toujours, c'est l'espoir. L'État va sauver l'usine. L'État qui a tant promis va tenir. L'État ne tiendra pas. Pas comme il l'espérait. Le gouvernement mauroy charge bien la nouvelle entité de tenter de faire renaître une moto française. Il y aura même un projet, autour d'une marque baptisée BFG.
On parle de souveraineté industrielle, de savoir-faire à sauver, de fierté nationale à défendre. Les mots sont beaux. Le projet, lui, tournera court. Et c'est le motif qui revient dans toute cette histoire. Entre ce que l'État promettait et ce que l'État livrait, il y avait toujours le même écart. Les promesses politiques avaient la consistance de la fumée qui sortait jadis des pots d'échappement, visible un instant, puis dissoute dans l'air. Les chiffres de l'emploi disent la chute mieux que n'importe quel récit. Au milieu des années 70, ils étaient environ 5000 à Saint-Quentin. Au début des années 80, ils sont encore plus de 3000. Au milieu de la décennie, ils seront moins de 1000. 5000, 3000, moins de 1000. Pour les ouvriers, cette chute n'est pas un graphique, c'est une expérience quotidienne. C'est le collègue de l'établi d'à côté qui ne revient pas lundi. C'est l'équipe de nuit qu'on supprime. C'est l'atelier entier qu'on ferme, dont on débranche les machines une à une et dont le silence gagne, hall après hall, comme une marée. Ceux qui avaient tenu 5 semaines d'occupation en 1971, sûrs de leur force, comprenaient maintenant qu'on ne se bat pas contre un marché qui s'efface. On peut affronter un patron. On ne peut pas affronter le vide. Et les décisions, désormais, se prenaient ailleurs, dans des bureaux de la rue de Bercy, dans des comités au nom de sigles, par des hommes qui n'avaient jamais franchi le portail de Rouvroy, jamais entendu la sirène à 6 heures du matin, jamais mangé à la cantine à midi. Des hommes qui décidaient du sort de Saint-Quentin sans connaître Saint-Quentin. Le sort de l'usine se jouait désormais en notes de synthèse, en tableaux d'actifs et de passifs. Jamais en vie. Les filiales tombent les premières. Novi et la Polymécanique, les vieilles maisons fondées par Bénézek dans les années 20, sont fusionnées en 1981 dans une nouvelle société. 4 ans plus tard, l'activité cesse. 600 emplois supprimés à Pantin et Bobigny. Le berceau de l'entreprise, le site historique des origines, est abandonné. À Pantin, la banlieue rouge perd son premier employeur industriel. Le monde de Guy Léger. Des grèves de 5 semaines, des vignes. Ce monde s'éteint. Les syndicats se battent. La CGT, la CFDT, présente depuis toujours dans ses murs, multiplient les actions, les occupations, les délégations. Ils défendent l'outil de travail comme on défend une maison. Mais on ne défend pas un marché qui n'existe plus. On peut occuper une usine, on ne peut pas occuper les clients qui ne viennent pas. Et puis, il y a l'image, celle qu'aucun ouvrier de la maison n'a jamais oubliée. Il restait, dans les stocks, environ 203 cylindres invendus. Des machines neuves, jamais roulées. Pour réduire les dettes de l'entreprise au bord de la faillite, on décide de les détruire, de les passer au pilon. 200 motos neuves, écrasées, broyées, sous les yeux écœurés de ceux qui les avaient conçues. Les ingénieurs ont regardé broyer leurs propres machines. Personne, ce jour-là, n'a osé prendre de photographie. Il faut s'arrêter là un instant, parce que cette scène contient toute l'histoire. Le talent réel, le travail réel, le savoir-faire réel, réduit en ferraille pour alléger un bilan comptable. La 3 cylindres était née d'une mauvaise décision. Elle mourait dans une benne. En avril 1982, un premier accord de coopération est signé avec un constructeur japonais. Yamaha. Le nom de l'adversaire. Celui-là même que Benoît avait voulu défier avec sa 3 cylindres. En février 1983, c'est le dépôt de bilan. Les ateliers de la Motobécane, fondés 60 ans plus tôt à Pantin, cessent d'exister sous ce nom. 60 ans. C'est l'âge d'un homme qui part à la retraite. Sauf que l'usine, elle, ne partait pas à la retraite. Elle mourait. Un dépôt de bilan, ce n'est pas une explosion. C'est un mot administratif, froid, qui tombe un matin d'hiver. Il n'y a pas de sirène pour l'annoncer. Pas de discours sur le quai. On l'apprend par la rumeur, par le journal, par le délégué syndical à la mine grave. Et puis on retourne à son poste, parce qu'il faut bien finir la pièce qu'on a commencée. Dans les ateliers, les hommes continuent de travailler avec, au-dessus de leur tête, l'incertitude pure. Nul ne sait s'il aura encore un emploi le mois suivant. Nul ne sait si l'usine sera reprise ou démantelée, vendue en blocs ou découpée en morceaux. Personne ne le sait. On vit suspendu. On fait son métier avec le même soin qu'avant, car le savoir-faire, lui, ne dépose pas le bilan,
mais on le fait dans un brouillard. Le geste reste sûr quand tout le reste vacille. C'est peut-être la dernière dignité de l'ouvrier. Bien faire une chose, même quand on lui retire la certitude de pouvoir la faire encore demain. Pour beaucoup, c'est la fin d'une certitude qui avait structuré toute une existence. L'idée qu'on pouvait entrer chez Motobékane à 16 ans et en sortir à la retraite, comme son père. Cette idée-là venait de mourir. Et avec elle, tout un contrat tacite entre une entreprise, une ville et 3 générations d'hommes. Une reprise s'organise. Un homme s'en charge, Xavier Maugendre, ancien importateur français de Kawasaki, qui venait justement d'être écarté par la marque japonaise. Avec des associés, il monte une société au capital modeste de 250 000 francs. Elle s'appelle MBK Industries. 3 lettres. L'ancien code Telex de Motobékane. Le nom de la maison réduit à son abréviation, comme un homme réduit à ses initiales sur une pierre tombale. Le 12 janvier 1984, le tribunal de commerce de Paris approuve la reprise. Le capital est français à 60%, dont 20% apportés par les collectivités de Picardie qui se battent pour sauver l'emploi de leur région. Le reste, 40%, est étranger. Yamaha n'en détient au départ qu'une dizaine de pourcents. Mais 10%, quand on est patient, ce n'est qu'un début. En 1986, une augmentation de capital réservée à Yamaha donne au constructeur japonais le contrôle majoritaire. Maugendre vend ses parts. Et MBK devient une filiale de Yamaha. L'histoire venait de boucler sa boucle la plus amère. Motobékane avait lancé une moto pour battre les Japonais. La moto avait échoué. L'échec avait contribué à ruiner la maison. Et la maison ruinée était désormais la propriété des Japonais qu'elle avait voulu vaincre. Il faut mesurer ce que cela voulait dire, pour un homme de Saint-Quentin, de voir le nom japonais s'installer au-dessus du portail. Toute sa vie, il avait travaillé pour Motobékane. Son père, peut-être, avant lui. Il avait construit des machines qui partaient sur 5 continents. Il avait cru, comme on croit que le soleil se lèvera, que l'usine survivrait à tout. Elle avait survécu à la guerre. Elle avait survécu aux crises. Elle avait survécu à l'occupation. Et elle ne survivait pas à un marché qui change et à des dirigeants qui n'avaient pas su le voir. Le plus dur, ce n'était pas la colère, c'était l'incompréhension, l'impossibilité de comprendre qu'une maison aussi puissante, aussi aimée, aussi compétente ait pu en arriver là. Les ouvriers cherchaient un coupable et on leur tendait une moto. La 3 cylindres, le vilain petit canard, l'erreur d'orgueil. C'était commode. C'était partiellement vrai. Mais il savait, au fond, que la vérité était plus large, plus lente et plus difficile à porter. On peut haïr une moto. On ne peut pas haïr l'usure du temps. Chapitre 10. Ce qui survit, ce qui meurt. Que devient une usine quand le nom au-dessus du portail change de langue ? Yamaha, il faut le dire, n'a pas fermé Saint-Quentin. Le constructeur japonais a fait un choix que beaucoup d'autres repreneurs n'auraient pas fait. Il a gardé l'usine de Rouvroy, l'a modernisée et l'a relancée. Les sites de la région parisienne, eux, sont fermés à la fin des années 80. Mais Rouvroy survit. Et Rouvroy se réinvente. À partir de 1990, l'usine lance un scooter qui va connaître un succès que les dernières mobylettes n'avaient jamais approché. Le Booster. Près d'1 million d'exemplaires vendus en moins de 10 ans. La machine ne porte plus le nom de Motobékane. Elle porte 3 lettres. M, B, K. Mais sur les flancs du modèle 51, le vieux logo Motobékane, les têtes de mercure encadrant le grand M, résistera encore jusqu'en 1995. Il y a là une ironie qui mérite d'être nommée sans détour. Le scooter, cet objet de loisir et de liberté urbaine que Motobékane n'avait pas su inventer à temps et qui a contribué à sa perte, c'est exactement ce produit qui a sauvé l'usine sous pavillon japonais. Yamaha a fait à Rouvroy ce que Benoît n'avait pas voulu faire à Saint-Quentin. Transformer le 2 roues utilitaire en objet de désir. La leçon était sous leurs yeux depuis 20 ans. Il aura fallu des propriétaires étrangers pour la lire. Puis le logo disparaît. Et la mobylette, elle aussi, s'éteint doucement. La dernière mobylette est sortie de Rouvroy le 26 novembre 2002. Un modèle noir baptisé Hard Rock.
La production de cyclomoteurs cessait, victime cette fois des normes anti-pollution européennes. Un dernier coup de l'administration, comme le casque 22 ans plus tôt. La fabrication de la vieille bleue, la V88, l'icône absolue, fut transférée en Turquie pour le marché africain. La machine qui avait mis la France sur 2 roues finissait sa carrière à des milliers de kilomètres de la France. Quant au site des origines, à Pantin, son destin résume une époque. La rue Beaurepaire, où 3 hommes avaient fondé un atelier en 1923, fut préemptée par la ville en 1988 pour échapper à la spéculation. Le bâtiment abrita un temps un musée de l'automobile qui ferma en 2002. Aujourd'hui, dans les murs où naquit la motobécane, travaillent les artisans d'Hermès. Le maroquinier de luxe a remplacé le constructeur populaire. Difficile d'imaginer image plus exacte de ce qu'est devenue l'industrie française. Là où l'on fabriquait des machines pour le peuple, on fabrique désormais des sacs pour ceux qui n'ont jamais entendu une sirène d'usine. Restent les hommes, les Macquegnes, les Happ, les milliers d'autres. Beaucoup ont vu leur usine rétrécir autour d'eux, année après année, poste après poste. Certains ont gardé leur emploi sous pavillon japonais, beaucoup ne l'ont pas gardé. Pour eux, il y eut le chômage, les stages de reconversion qui ne menaient nulle part, les pré-retraites prises à 50 ans par des hommes qui en avaient encore 20 à donner. On ne se reconvertit pas si facilement quand on a passé sa vie à savoir faire une seule chose et à la faire admirablement. Le savoir-faire d'un monteur de moteur ne s'échange pas contre un emploi de caisse dans une zone commerciale. Il se perd. Simplement. Il s'en va avec l'homme. La ville de Saint-Quentin, qui comptait 67 000 habitants en 1975, n'en compte plus qu'environ 53 000 aujourd'hui. 14 000 personnes parties. Le départ silencieux de ceux pour qui il n'y avait plus de travail. Une ville qui rétrécit, ce n'est pas un drame spectaculaire, c'est un drame lent. Des commerces qui ferment un par un, des écoles qui perdent une classe, puis 2, des maisons à vendre que personne n'achète. La ville s'éteint à la vitesse à laquelle s'éteignait l'usine, sans bruit, sans cérémonie. Et pourtant, quelque chose a refusé de disparaître tout à fait. Dans l'ancienne filature de la rue de la Fère, là même où 8 ouvriers avaient commencé en 1951, il y a aujourd'hui un musée. Le musée Motobécane. Environ 120 machines, rassemblées et veillées par un passionné, l'historien Emmanuel Delville. Des mobylettes par dizaines. Des motos. Et, bien sûr, une 3 cylindres. On vient les voir comme on vient se recueillir. Mais l'usine, elle, est toujours debout. Et c'est peut-être le plus étrange de cette histoire. Chapitre 11. Ce qui reste, à Rouvroy, près de Saint-Quentin, il y a encore une usine de 2 roues. Elle s'appelle Yamaha Motor Manufacturing Europe. C'est le seul site de production de Yamaha sur tout le continent européen. On y assemble des motos japonaises au nom japonais, des routières, des trails, des 125. En une année récente, près de 80 000 2 roues en sont sortis. Et depuis 2024, on y fabrique aussi des moteurs pour vélos électriques. L'usine vit. Elle emploie aujourd'hui entre 560 et 650 personnes. 560. Là où ils étaient 5000. Et pourtant, demandez aux gens du cru qui ils sont. L'un d'eux, salarié de la maison, le dit sans hésiter. Nous sommes toujours Motobécane. Le nom a disparu des réservoirs il y a 30 ans. Il n'a pas disparu des têtes. Dans la mémoire de Saint-Quentin, l'usine n'a jamais cessé d'être ce qu'elle était. La 3 cylindres, elle, a fini par triompher. Mais après sa mort, et à l'envers. La machine que personne ne voulait à 8 400 francs en 1974 est devenue un objet de collection rare et coté. Il en survit une centaine, dont la moitié en état de rouler, jalousement gardée par le Motobécane Club de France et ses quelques 1200 membres. Et en vente aux enchères, on a vu l'une de ces motos partir à 19 000 €. Le vilain petit canard vaut aujourd'hui, en monnaie constante, bien plus que ce qu'aucun acheteur n'aurait consenti à payer de son vivant. La rareté a fait ce que la qualité n'avait pas su faire.
Et il faut, pour finir, rendre justice au talent. Car le talent à Moto Bécane ne s'est jamais trompé. C'est la stratégie qui s'est trompée. Jean Bidalot, le jeune dessinateur du fond de la salle, celui qui travaillait sur la 3 cylindres clandestine, a conçu une moto de course de 125 cm3. En 1979, pilotée par Guy Bertin, cette machine a gagné le Grand Prix de France au Mans, battant le grand Angel Nieto. L'année suivante, Bertin remportait 3 Grands Prix et terminait 2e du championnat du monde. Une marque française au sommet de la moto mondiale. Au moment précis où l'entreprise qui la fabriquait s'effondrait. C'est peut-être cela, le vrai résumé de l'histoire Moto Bécane. L'ingénierie était brillante, les ouvriers étaient remarquables, les machines, des mobylettes aux motos de Grand Prix, étaient bonnes. Ce qui a failli, ce n'est pas la main, c'est la tête. Ce sont les décisions prises tout en haut, la 3 cylindres voulue contre l'avis de l'ingénieur, le cyclomoteur qu'on n'a pas su réinventer, le monde qui changeait et qu'on a refusé de voir. Le bâtiment de Rouvroy est toujours là, au bord des routes de la Picardie. Toujours en activité. Toujours lisible comme quelque chose qui a compté et qui compte encore. Mais ce n'est plus tout à fait la même chose. On y a longtemps fabriqué la liberté des gamins de France, une machine toutes les 7 secondes, sous un nom né dans une banlieue ouvrière en 1923. Aujourd'hui, on y fabrique des motos pour le compte de l'adversaire d'autrefois. Le travail continue. La sirène peut-être sonne encore. Mais le nom au-dessus de la porte n'est plus le nôtre. Moto Bécane avait livré bataille contre le Japon. Elle a perdu la bataille. Et puis elle est devenue japonaise. Il ne reste de l'Empire qu'une mobilette disparue, une moto que personne ne voulait et que tout le monde s'arrache, un musée dans une vieille filature. Et à Saint-Quentin, des hommes qui, devant l'usine d'un autre, continuent de dire « Ici, c'était chez nous ».